suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un invité d'exception, Daniel Halifax. Daniel, c'est plus de 20 ans d'expérience dans l'univers du fitness. Il a débuté comme coach, puis s'est lancé avec audace dans l'entrepreneuriat en rachetant son propre club. Aujourd'hui, il est à la tête du groupe Rythme avec 11 clubs à travers la France et une vision claire, faire du fitness un produit accessible et essentiel à la vie quotidienne, un peu comme le bricolage pour la maison. Ce que j'admire chez Daniel, c'est sa capacité à se réinventer, à anticiper les tendances et à s'adapter aux défis. Que ce soit en parlant de la révolution de l'intelligence artificielle dans le fitness ou de l'importance du coaching personnalisé, vous allez découvrir des pépites incroyables pour booster votre carrière dans cette industrie. Vous apprendrez aussi comment sa persévérance, sa conviction et sa passion pour le sport l'ont aidé à surmonter les difficultés, à construire des équipes solides et à toujours viser l'excellence. Alors que vous soyez coach, gérant de club ou simplement passionné de fitness, cet épisode est pour vous. Installez-vous bien, prenez des notes car je vous promets que ce que Daniel va partager aujourd'hui pourrait bien transformer votre façon de voir ce métier. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Daniel Halifax. Salut Daniel. Bonjour Andy. Donc tu me disais que tu étais du côté d'Annecy. Est-ce que déjà tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Eh bien, écoutez, oui, donc je m'appelle Daniel Halifax, je suis actuellement le directeur général du groupe de clubs Rythme, donc RITM, qui est un groupe composé de 6 clubs parisiens et de 5 clubs en province, dont un à Épagny, donc Annecy, un club à Vannes et 3 clubs à Nantes. Voilà, donc moi je suis dans le fitness depuis 99. Où j'ai eu la chance de commencer comme coach. Et ensuite, en 2001, j'ai acheté mon propre club qui faisait 2000 mètres carrés, où j'ai commencé la marque X-Training, et avec lesquels on est monté jusqu'à 3 clubs. Voilà. Ensuite, j'ai vendu tout ceci au bon moment, j'ai eu de la chance. Et puis, je suis passé sur le marché européen du fitness de manière générale, avec le sport santé, en travaillant avec l'Allemagne, la Suède, le Danemark, la Suisse, et puis et toujours le marché français. Voilà. Et depuis 2019, je travaille pour le groupe Rythme. Ok. Et comment tu es rentré du coup pourquoi le fitness? Pourquoi tu as choisi le fitness? Alors, moi, le fitness, ça a été vraiment hasard. Alors, le fait est que je viens de 2 sports qui sont des sports fédérés, hein, donc je viens de la gymnastique aux agrès, où j'ai évolué, alors pas à un haut niveau, mais j'ai eu la chance de faire quelques fois les championnats de France en cadet. J'ai fait un court passage pour le sport-études, mais voilà, j'ai pas voulu pousser davantage. Et ensuite, du ski alpin où j'ai un bon niveau régional. J'ai été au comité de ski des Vosges pendant 2 ans. Donc voilà, je viens plutôt du sport de manière générale. Forcément, venant de la gymnastique, la musculation ne m'était pas étranger. Je me destinais, jusqu'à un certain âge, plutôt à faire pilote d'avion, pilote de chasse que de rentrer dans le sport. Et puis, voilà, le hasard a fait que je me suis orienté vers le sport parce que voilà, ça a été un petit peu un chemin de la vie. Je suis par contre allé dans les sports plutôt de plein air. C'est vraiment la montagne, l'escalade, la chute libre, enfin plutôt les sports en contact avec la nature et plutôt les sensations fortes qui m'ont toujours attiré. Et puis étant plutôt agile venant de la gymnastique, on va dire que tout ce qui était mouvement dans l'air m'était pas étranger. Et puis j'ai eu l'occasion de travailler dans ce qu'on appelle des centres d'éducation d'aventure dans le nord de l'Écosse, à Ben Nevis, sous le plus haut sommet de Grande-Bretagne. Alors dit comme ça paraît rien, mais Ben Nevis
c'est vraiment le long de l'Écosse, donc c'est un climat très particulier. Et je bossais comme prof d'éducation physique dans ces centres-là où on utilisait les activités d'aventure, on appelle ça, pour tout ce qui est transversal sur le curriculum scolaire britannique. Ok. Puis, Et du coup, ouais. ouais, quand tu es rentré dans le fitness, tu te voyais encore aujourd'hui être dans ce secteur, dans cette industrie, ou c'était, tu te dis, bon, bah, je vais commencer par là, puis je verrai ensuite. Alors, très honnêtement, je vais commencer par là, mais avec une forte conviction, parce que ce qui m'a amené là, ça a été un accident en montagne avec des jeunes adultes, qui a Ok. été complètement lié au fait que les personnes, enfin deux des personnes avec qui j'étais en montagne étaient là par obligation de leur employeur. Ils n'avaient Ok. pas du tout la condition physique pour faire ce qu'on faisait. On était 3 semaines en montagne, ravitaillés tous les 4 jours, voilà. Et donc ça s'est soldé par une sortie en hélicoptère pour tout le groupe. Ok. Et bien que ma conviction était sur les sports de plein air et les sports d'aventure, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, les limites de mon projet d'aventure avec des gens étaient limitées liées à leurs conditions physiques. Et donc, c'est ça qui m'a amené au fitness, en fait. Il y a eu une opportunité chez Moving dans le sud de la France où ils cherchaient un responsable plateau muscu et aquagym. Je m'y suis présenté par hasard parce que bon, il y avait cette idée qui trottait en France. On parle de ça en 98-99, hein, donc le France, autant dire que le fitness en France était plus qu'inconnu. Je suis tombé sur 2 copains de fac qui bossaient là-bas. Donc c'est plus parce que j'avais des copains, c'était un milieu neuf, je suis rentré dedans. Mais très rapidement, au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que ma vocation, si je devais continuer dans le sport, ma vocation n'allait plus être par rapport à mes projets sportifs personnels que je pouvais faire à côté, mais qui était vraiment dans améliorer la condition physique des jeunes et des adultes parce que voilà, elle était catastrophique et que par rapport au projet d'une société de loisirs qui se développait de plus en plus, la limite de ce qu'ils pouvaient faire était leurs conditions physiques. Ok. Et tu me disais, du coup, c'est en 2001 que tu as pris ton premier club, c'est ça? En 2001, en fait, en 99, j'ai bossé pour Moving et le hasard a fait que j'ai rencontré un véritable personnage à l'époque qui s'appelait Isabelle Vol, qui m'a formé en body pump. Ok. J'étais une traîneur Les Mills et qui en fin 99 m'a dit écoute, je vis maintenant en Nouvelle-Calédonie, on a besoin de quelqu'un pour m'aider à diriger un club moving en Nouvelle-Calédonie, est-ce que ça t'intéresse de venir? À l'époque, voyager, c'était vraiment un truc que je faisais facilement, donc je dis volontiers. Et puis, du coup, je me suis retrouvé là-bas, je me suis retrouvé embarqué chez Les Mills. Et quand j'ai fait toute cette expérience entre la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie et l'Australie, quand je suis revenu en France, en fait, je me suis dit, bon allez, j'achète un club. Ok, excellent, excellent. Et tes premières années, justement, en tant que chef d'entreprise, ça a été quoi? Est-ce que tu as eu des galères? Est-ce que tu as eu des difficultés? Ou au contraire, tu as Alors, pu justement ah planifier oui, ta vision? on va être très clair. Ce que j'ai fait les 3 premières années de ma vie en tant que chef d'entreprise, si aujourd'hui je devais les refaire ou prendre la décision de le refaire, je le ferais pas. Tout, on va dire, à part ma motivation et ma compétence potentielle personnelle, tous les voyants étaient rouges. J'ai acheté une société, j'ai acheté un club qui faisait 2000 mètres carrés, qui avait, alors on parle en francs à l'époque, hein, enfin, au moment où je l'ai acheté, on basculait des francs à l'euro, donc c'était 2000 hein, et pas 2001. Voilà, il y avait 800 000 euros de dette, 800 000 francs de dette. J'ai acheté ça plutôt cher pour ce que c'était. L'équipe était tous mobilisée, il n'y avait pas de tripode à l'accueil, il était quasiment impossible de distinguer les clients qui payaient et qui payaient pas. Mais en fait, j'étais tellement convaincu et passionné par ce que je faisais, c'est que, alors oui, j'ai passé des soirées à pleurer seul à la maison en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Alors quand je dis seul, j'étais en couple, et j'avais déjà fait avec la personne qui allait devenir mon épouse, Isabelle Halifax, mais étant un homme, je me cachais pour ça, hein, on va être très clair. Et donc, non, les 3 années ont été incroyables, mais ont été surtout incroyablement dures. Ouais. Je donnais entre 12 et 20 heures de cours par semaine, en plus de gérer le club, et j'avais déjà 14 employés. Et voilà, la structure faisait 2000 mètres carrés, il y avait une piscine, mon épouse donnait les cours d'aquagym pour nous aider. Voilà, c'était très très dur, mais maintenant je dis ça aujourd'hui, à l'époque je le voyais pas comme ça parce que j'avais tellement envie que ça marche, j'étais tellement passionné, et puis le marché, on va être très honnête, hein, au royaume des aveugles, les bornes sont rois, et à l'époque c'était un peu mon cas de figure, c'est-à-dire que c'était un marché qui n'était pas du tout structuré, voilà, c'était un marché d'amateurs, et donc la motivation est
quelques neurones permettaient de faire fonctionner le truc, surtout sur la motivation. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ces… parce que c'est ce qui t'a permis aussi de devenir qui tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu retiens fondamentalement de cette expérience-là? En fait, alors, peu de gens, enfin la plupart des gens qui me connaissent dans l'industrie le savent. Moi, je suis anglais, hein, donc j'ai plus ou moins la double nationalité. En tout cas, j'ai la double culture. Si je vis en France, parce que j'adore la France, on va être très clair. Maintenant, qu'on apprend en Angleterre et dans les pays anglo-saxons, on est très pragmatique. Et donc, il y a une chose que j'ai toujours gardée et que j'ai utilisée dès le début, c'est que, en fait, la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous. D'accord? Et votre seule limite, c'est vous. Et donc, X-Training est devenu ce que c'est. Ça a été une expérience incroyable. Ça a extraordinairement marché par la suite. J'ai créé plus une communauté qu'une marque. On avait des clients incroyables. J'avais une équipe incroyable avec une rotation. On avait monté une école de formation pour avoir les coachs propres à notre structure. Et donc, ça a été incroyable. Mais c'est devenu incroyable tout simplement parce que je me suis toujours appuyé sur le fait de dire si tu n'y arrives pas, c'est forcément de ta faute. Donc c'est toi qui dois te former, c'est toi qui dois travailler, c'est toi qui dois te structurer et ce que tu sais pas faire, tu vas le trouver ailleurs et quelqu'un va soit pouvoir t'apprendre à le faire, soit va le faire pour toi avec toi. Voilà. Donc la limite d'un entrepreneur et la limite d'un chef d'entreprise, il faut toujours qu'il se souvienne que c'est lui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes justement chefs d'entreprise ou qui veulent monter soit une structure de fitness, un studio ou autre? Quels sont les gros enseignements que tu peux en tirer parmi toutes ces années? Quelle est votre conviction? D'accord? C'est que votre projet sera aussi solide que votre conviction. Quand je dis projet, c'est-à-dire que le projet, c'est pas une étape, deux étapes, hein, ça peut être parfois 20 étapes avant que ça fonctionne. Mais c'est votre conviction. Deux, regardez la seule raison pour laquelle j'utilise les réseaux sociaux, c'est pour le benchmark des savoir-faire et le benchmark de la concurrence. On ne regarde pas les réseaux sociaux pour regarder la qualité de vie ou ce que font les gens à côté, parce que de toute façon, sur les réseaux sociaux, on met toujours sa meilleure vie et pas la vie. C'est pas vendeur, hein, c'est galère, ces trucs. Et puis quand vous faites ce que j'appelle les coming out sur les réseaux sociaux pour expliquer, vous savez, j'ai galéré, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça ne sert objectivement à rien de le lire, d'accord? Un échec est un échec, d'accord? Maintenant, ça dépend juste de comment vous vous relevez de cet échec. Si vous voulez appeler ça une étape et vous voulez vous caresser dans le sens du positivisme, vous pouvez. Maintenant, quand vous cassez la gueule en ski et vous cassez les deux jambes, vous avez les deux jambes cassées. Après, il faut passer par du plâtre, de la rééducation, et c'est votre motivation à vouloir au ski qui fait que vous le faites correctement ou pas. Et donc, pour un projet, c'est la même chose. Donc, la conviction et sa capacité à se remettre tout le temps en question. C'est vraiment ces deux choses-là. Après, le reste, c'est ce qu'on appelle des hard skills. Hein. Donc, vous allez apprendre à faire de la compta, parce que si vous ne savez pas faire de la compta aujourd'hui, vous ne ferez rien. Vous allez apprendre les petits éléments propres à la finance, parce que sans ça, vous ne dirigerez pas un club. Où il va falloir apprendre les règles du travail, parce que de toute façon, en France, vous êtes sur un pays qui est extrêmement réglementé au niveau du droit du travail. Vous allez apprendre toutes les procédures administratives, parce que c'est incontournable. Non, ça, c'est juste des paramètres. C'est comme le mauvais temps quand vous êtes en montagne. Ça fait partie du jeu. Et si vous aimez aller en montagne, vous ferez les jours où il pleut, où il y a de la neige, où il y a du vent. Si vous êtes motivé à faire ce sommet, vous organiserez différemment. Vous décalerez peut-être d'une journée, vous prenez une autre voie d'ascension. Mais ce sont les paramètres du jeu. Donc il faut bien comprendre en proie qu'il y a des règles du jeu. Elles ne font pas le jeu parce que c'est votre motivation et votre capacité à vous remettre en question qui fait que vous pouvez avancer ou pas dans ce jeu. Mais par contre, vous serez quand même tenu, dans un second temps, d'apprendre les règles du jeu et de faire avec. Excellent, excellent. C'est quoi ta vision aujourd'hui du secteur d'activité du fitness de manière générale? Toi qui as une vision un peu justement européenne et mondiale. En fait, moi, je suis rentré là-dedans parce que j'espérais, ou en tout cas, j'avais la conviction que ça deviendrait un produit grand public. Il ne faut jamais oublier que moi, quand je suis rentré dans ce métier en 99-2000, on peut le dire comme on veut, mais c'était un produit haut de gamme. Alors, je ne dis pas que les clubs étaient haut de gamme, mais c'était un produit de luxe. C'est-à-dire qu'on s'adressait à une tranche bien particulière de la population et à un état d'esprit qui était bien spécifique. Aujourd'hui, c'est devenu, ce que j'espérais, c'est que c'est devenu un produit grand public. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui, encadré, pas encadré, dans une salle ou à l'extérieur, fait du fitness. D'accord? Mondialement, c'est Philippe Mills qui le disait encore il y a 3-4 ans en arrière, le premier sport au monde est le fitness, finalement.
alors il n'est pas fédéré, hein, mais la première activité physique au monde, finalement, c'est le fitness. Donc moi, ma vision aujourd'hui, c'est que le meilleur exemple que je puisse donner, c'est que pour moi, le fitness est en train de devenir remplit un petit peu le modèle de Leroy Merlin. C'est un peu le modèle du bricolage. Je pense aujourd'hui que tout le monde a besoin de faire des travaux soi-même, donc tout le monde a besoin de faire son activité physique, c'est incontournable. Hein. Si on veut vieillir correctement, il va falloir bricoler son corps et faire des choses, l'entretenir, voilà. Donc de la même manière, il y a des gens qui vont apprendre à faire de la plomberie, vont apprendre à faire l'électricité, à poser du carrelage. Et ben, les gens vont prendre des coachs ou vont prendre des tutos ou vont se renseigner à droite à gauche sur comment faire étirer, muscler, améliorer son endurance, améliorer ses apparences. On va se renseigner là-dessus. Et puis il faut des lieux de vente, donc comme Leroy Merlin. Donc en fait, on va avoir des clubs avec du matériel, des cours collectifs et un peu comme Leroy Merlin, ils ont des tutos en ligne sur comment poser leur carrelage, comment choisir leur carrelage, comment choisir leur parquet, comment faire sa salle de bain. Ils vous proposent même un logiciel gratuit pour faire en 3D votre maison et vos plans. Donc je pense que l'avenir du métier, c'est que ce sera un métier voilà, comme celui du bricolage, qui est on fait sa maison soi-même, ou aidé, ou entièrement sous-traité. Et qu'aujourd'hui, il faut que, suivant le segment de marché sur lequel on se situe, eh ben, il faut être capable d'amener le bon matériel et le bon conseil à la bonne personne. Quand j'ai démarré, moi, mon brevet d'État dans les années 2000, on était vraiment sur le culte du corps, la prépa physique. Aujourd'hui, ma vision un peu a beaucoup évolué par rapport à mon métier, moi, de mon expertise, qui est le personal training. Ouais. J'ai beaucoup aimé sur l'aspect sport-santé, parce qu'aujourd'hui, pour moi, un coach, bien sûr, il y a la partie entraînement, mais on n'est plus véritablement des prescripteurs d'exercice, parce que les machines, l'intelligence artificielle le fait mieux que nous. On doit plus effectivement chercher à avoir des connaissances sur d'autres choses que simplement la partie sportive. C'est quoi ta vision et pourquoi tu es axé sur le sport santé? C'est quoi ta vision à toi par rapport à ça? Alors, je pense que le sport santé, en tout cas en France, ne fonctionne pas parce que les termes sont pas bons. Donc, j'ai tendance à revenir sur maintenant, voilà, les termes de faire du sport et faire de l'activité physique, parce que autant en anglais, to be healthy, ça veut vraiment dire quelque chose. Voilà, autant être en santé en français, ça ne veut pas dire grand-chose, et ça nous ramène toujours à notre système social qui est extraordinaire, mais qui est aussi un petit peu contre-productif pour la prise en charge personnelle de sa propre condition physique et de santé. Donc aujourd'hui, ce que je dirais là-dessus, c'est que le rôle numéro 1 du coach, c'est l'élément de motivation. Donc effectivement, là où je te rejoins, c'est que je pense que l'IA va faciliter la prescription et le contenu des séances, parce que je pense que les coachs ou les professionnels du sport perdent beaucoup trop de temps à essayer de faire des programmes sur mesure, alors que on sait faire des programmes sur mesure en beaucoup moins de temps. Hein, je dirais, ça sert à rien d'être Picasso tous les jours. Hein, je dirais, on sait comment entraîner une personne, qu'on fasse un marathon, qu'on fasse de la prise de masse, c'est plus ou moins les mêmes éléments. Après, on va changer des exercices pour la motivation de la personne, lui apprendre de nouvelles choses si elle veut apprendre, ou lui faire des nouvelles choses parce que ça la motive davantage ou ça l'anime davantage. Donc je pense que l'humain là-dedans va être fondamentalement sur l'accompagnement et la motivation. Et ensuite, je pense qu'il y a tout le degré mental. Donc aujourd'hui, ce que les coachs ont certainement intérêt à faire, c'est à se former beaucoup plus sur la PNL, sur l'hypnose, sur tous ces soft skills et tout ce qui adresse comment la personne s'engage dans son projet, comment elle perçoit son corps, comment elle perçoit sa santé et comment elle perçoit le quotidien. Aujourd'hui, tu parlais de sport santé, on a fait une étude sur les différentes générations. Et ça fait 20 ans que j'explique à mes équipes, depuis qu'on a l'école de formation, que le fitness se résume grosso modo à 3 motivations, ou à 3 objectifs. La performance, la santé et l'esthétique. D'accord? Les apparences. C'est intéressant parce que la génération X qui est la mienne, quand tu regardes ça, c'est assez clair pour nous. La santé, pour nous, ça veut dire mieux vieillir, ne pas avoir mal au dos, ne pas prendre trop de poids par rapport à la graisse viscérale. C'est assez clair pour nous, la santé. Le sport, pour nous, c'est très simple. La performance, pour nous, c'est simple. C'est quantifiable et optimisable. Et donc, c'est généralement un temps précis, une charge précise. Et donc, ça ramène très souvent au sport fédéré. Et c'est moins de 7 ou 8% des gens de notre génération qui sont dans les clubs. Et puis l'esthétique, on est la génération qui a connu les débuts
de la chirurgie esthétique, donc on n'est pas complètement dedans et beaucoup de notre génération pensent encore que le sport est un moyen d'améliorer ses apparences. Quand vous ramenez ça sur la Gen Z, c'est à tomber, enfin pour moi en tout cas c'est à tomber le cul par terre. Quand on a interrogé ces gens de la Gen Z, ils nous disent la santé en fait, en un, ce qui arrive c'est la santé mentale. Et là, je tombe des nues, santé mentale. Et donc, vous discutez avec eux, ils disent oui, en fait, c'est une génération pour qui la santé mentale, c'est fondamental parce que, ils sont stressés, ils sentent qu'ils sont sur-sollicités et que pour eux, la santé, c'est une affaire de bien-être, se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Et donc, pour notre génération, en tout cas pour ma génération, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas mesuré parce que nous, à leur âge, le stress, on ne savait pas ce que c'était en tout cas. Enfin, c'était pas quelque chose de prégnant. Et puis la santé, en fait, c'était quasiment le cadet de notre souci, parce que c'est pas un âge. Eux, chez eux, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc on en revient à ces soft skills dont je viens de parler, c'est que finalement, l'hypnose, la PNL, tout ce qui est, on le voit sur les activités de yoga, on a un vrai rajeunissement de cette population, sur la musculation aussi, et ils te disent non, c'est quand je me vois bien, ben je me sens et je me perçois bien mentalement. Donc on voit que finalement, l'orientation soit générale qui adoptera l'IA sans même sourciller, parce que pour eux c'est naturel, ben, l'accompagnement sur ce genre de choses, ça se fera sous le règle de l'humain, je pense. En tout cas, on verra pas de suite de l'IA là-dedans. Je vois bien entre ce que je pouvais proposer à l'époque où à l'époque je vendais que des séances de sport. Aujourd'hui, les accompagnements que l'on vend, il y a la partie nutrition, il y a la partie sommeil, il y a effectivement la partie mentale. Bref, il y a tous des briques qui font que, et c'est pour ça qu'à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi les gens n'avaient pas autant de résultats. C'est que, en fait, j'utilisais que 10 ou 20%, on va dire, de la globalité de l'être humain. Et en étant justement curieux, on s'aperçoit que voilà, on peut débloquer des choses, parce que si mentalement la personne n'allait pas OK, on aura beau lui faire les meilleurs programmes d'entraînement, il n'y aura rien qui va se passer. Donc, c'est ça aussi qui est hyper riche, je trouve, dans notre industrie, c'est que ça aussi évolue. Le marché, alors, comme tu dis, la santé, les Français, notre système de remboursement et tout, bon, c'est sûr que c'est plus complexe, mais il y a quand même aujourd'hui des personnes, et puis je vois aussi les entreprises, le monde de l'entreprise commence, le bien-être au travail, tout ça fait que voilà, ça commence à bouger et c'est plutôt bien et rassurant, quoi. Absolument, de toute façon, je reste convaincu que ça reste un marché d'actualité et d'autant plus un marché de demain, c'est sûr. Alors aujourd'hui, tu es directeur général de Rythme. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ces clubs-là? C'est quoi le business model? C'est construit comment? Alors, on va dire que le modèle, enfin, Rythme, c'est les anciens LCT, majoritairement. Ouais. Enfin, sur Paris, c'est les 6 clubs, les anciens LCT. En province, ce sont des clubs qui étaient issus, qui ont été rachetés par le fonds d'investissement Equio. Enfin, l'ensemble a été racheté par le fonds d'investissement Equio Capital, qui est un fonds d'investissement parisien. Et donc, les clubs de province appartenaient à une licence, enfin, à un réseau de clubs qui s'appelait Form Rider, qui a été créé par Philippe Ducos à l'époque. Donc en province, enfin, dans l'ADN numéro 1 de Rythme, c'est de permettre de manière sur un spectre large aux personnes de venir faire, apprendre ou découvrir l'activité physique de manière relativement large, forcément plutôt dans une salle qu'à l'extérieur, parce que les activités qu'on peut faire à l'extérieur sont relativement limité, mais donc on est sur une structure de club de fitness assez traditionnelle dans la mesure où on retrouve un plateau cardio, un plateau muscu, des cours collectifs. Mmh. Mais quand je dis que on essaie de faire découvrir de manière sur un spectre assez large l'activité physique, c'est que quand vous prenez le marché parisien, 75% de notre clientèle vient faire de l'entraînement individuel. Bon, pour ça, on a des coachs indépendants et des coachs salariés qui sont là pour des cours particuliers. En province, donc on va dire que le planning de cours sur Paris est moins dense que sur la province, notamment lié au fait qu'on ne travaille pas, on n'a pas de piscine, donc on ne travaille pas avec l'aquagym. En province, on est plutôt sur l'inverse, on a 70 à 75% de notre clientèle qui va en cours collectif. Et le reste qui sont plutôt sur le plateau cardio-muscu. Donc l'idée c'est d'avoir un discours qui est clair. On est capable de vous encadrer dans le cadre d'un abonnement qui englobe les cours collectifs et l'accès à un plateau cardio-musculation. Donc, on est capable de vous encadrer de manière générale. Donc, ensuite, on utilise des technologies comme Milon
qui permet d'avoir un entraînement digital où l'appareil vous reconnaît. Donc, une fois de plus, ils sont encadrés de manière globale. Alors, quand je dis global, c'est on peut encadrer plusieurs personnes en même temps. Leur programme est toujours spécifique. Par contre, on ne raconte pas d'histoire sur le fait qu'ils vont être coachés, qu'ils vont être systématiquement encadrés en dehors des cours collectifs. Et ce pour deux raisons. Un, parce que c'est irréaliste. Donc, et de ce fait, on a des coachs indépendants et donc on a des tarifs affichés propres sur le coaching. Et puis de toute manière, on connaît tous aujourd'hui la portée du coaching, la précision du coaching et surtout les résultats qu'ont les gens qui prennent des cours particuliers. Hein. C'est comme les enfants qui sont en échec scolaire et à qui on donne des cours particuliers de maths et qui progressent de manière fulgurante. Ben, c'est la même chose avec les cours particuliers, ça s'appelle le coaching de manière générale. Et la deuxième raison. Comment tu expliques la différence du coup entre Paris et puis la province en termes de nombre de coaching, personal training? En personal training en province, c'est alors les coachs, on a quasiment que les coachs indépendants qui sont de l'ordre de 2 coachs par club qui font du personal training, donc qui payent un loyer. À Paris, tous les clubs ont des coachs, donc on n'a pas de salariés allez, on doit avoir sans dire de bêtises, on doit faire 6 heures de coaching par club salarié par mois. À Paris, par contre, on a à part sur les Champs-Élysées, on a quasi un quasi-équilibre entre les coachs salariés et les coachs indépendants qui font du coaching. Ils sont sur les mêmes tarifs. La différence, c'est que Paris, en coaching salarié, on parle de 350 séances mois. Ouais. Ah oui, ok. Voilà, donc ça n'a absolument rien à voir. Mais de la même manière, 70% de notre clientèle sur Paris viennent faire de l'entraînement individuel. Ouais. Ils viennent sur le plateau. En fait, dans les deux cas, on est un marché de proximité. Sauf que la proximité à Paris, c'est 4 km. Donc, les gens viennent à pied, en métro, voilà, ou en vélo. En province, on est un marché de proximité en voiture. C'est-à-dire qu'on est à 15 minutes, 15-20 minutes de voiture de là où ils habitent ou de là où ils travaillent. Donc, dans les deux cas, c'est un marché de proximité. C'est juste que la proximité n'est pas perçue de la même manière. Et donc, on ne se déplace pas pour les mêmes raisons, je pense. Ok. Et toi, en termes de développement, quelle est ton ambition, ton objectif par rapport à ça? Alors, mon ambition aujourd'hui, c'est d'arriver à développer une marque qui puisse être la première marque, on va dire, du middle market premium français, en commençant par Paris. Forcément, le Covid a eu un impact financier. Maintenant, on relève progressivement des fonds. Donc, on va de toute manière prioritairement développer le marché parisien et puis relancer, je pense, d'ici 2 ou 3 ans seulement un développement en province. Ok. Et du coup, vous êtes sur un modèle de quoi? De franchise? Ça fonctionne comment? Non, tout est en France. Ok. Voilà, la franchise, c'est un autre métier que ce que je fais. Voilà. Moi, je dirige directement mes équipes et les clubs. Si j'étais franchiseur, je serais en train de coordonner des entrepreneurs dans un projet commun de franchise. Et donc c'est strictement pas le même métier. Et en termes de développement à l'intérieur des clubs, est-ce que vous avez, est-ce que tu as d'autres envies de développement, rajouter des choses? Est-ce que par rapport à ce qui se passe un peu au niveau de l'industrie, est-ce que tu as des nouvelles idées pour innover, pour améliorer? Alors, première chose, on travaille on travaille conjointement avec une marque qui s'appelle iBright sur le développement de ce qu'on est capable de faire en IA dans les clubs. Okay. Je ne peux pas en dire beaucoup plus pour l'instant, mais on est sur de l'individuel et du collectif, avec de la reconnaissance faciale et de la reconnaissance de mouvement. Donc on travaille là-dessus. La boîte avec laquelle on travaille fait partie la French Tech. Voilà, on a de bons débuts en tout cas dessus. L'IA personnellement est au centre de mes préoccupations. En 99-2000, quand je faisais mes premiers programmes de musculation, j'avais déjà des programmes standards en fait que j'aurais habillés simplement avec les intensités et les charges en fonction des gens que j'avais. D'accord. Donc la standardisation du résultat, la standardisation des process pour arriver à un résultat spécifique, j'y crois. Étudiant, j'ai eu la possibilité de bosser au McDo et ça m'a appris pas mal de choses là-dessus. Sans parler de la qualité de la nourriture, mais la qualité des process, elle est quand même fondamentale quand on va faire quelque chose à une échelle, à une grande échelle. Quand on va faire des choses, c'est la différence entre un particulier et une chaîne.
Donc l'IA, voilà, pour moi, c'est au corps du métier. Et ensuite, la deuxième chose, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, et c'est un projet pour 2025, c'est d'amener des cours qui vont apprendre aux gens à faire de l'auto-hypnose et petit à petit amener à avoir une formation sur les coachs qui soit développée sur toute la prise en charge mentale et le conditionnement mental et la prise en charge mentale des adhérents. Excellent, excellent. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à un manager de club ou un patron de club qui n'a pas de personal training, de coaching? C'est délicat. Je suis pas, enfin, étant quelqu'un qui, même si j'ai fait des études un peu différentes après, mais forcément, je viens du sport et j'ai enseigné le sport, donc forcément, j'ai un petit parti pris sur la qualité de ce qu'on peut apporter quand on est en coaching. Donc, il est certain que le cours particulier, je vais le dire autrement, mais moi, dans mes pratiques spécifiques, je fais des pratiques assez spécifiques dans des sports à risque, et donc pour apprendre ces sports, et pour pas perdre de temps, j'ai souvent payé des gens en cours particulier. J'ai fait des formations en cours particulier pour la qualité, la précision et le gain de temps, tout simplement, qu'on a en passant par du cours particulier. Donc, je dirais que si on est sur un marché middle market, voire premium, on aura forcément des cours particuliers. Voilà. En tout cas, il faut forcément, à mon niveau, je pense, proposer du coaching, donc les cours particuliers. Maintenant, quand on est sur un modèle plus global, plus populaire, qui cherche une cible plus large, aujourd'hui, avec tout ce qui se fait en digital, avec tout ce qui se fait sur le web, avec tout ce qu'on peut apprendre soi-même et tous les ouvrages qu'on n'avait pas en 2000, une personne peut être autodidacte. Et je pense que effectivement, quand on a des business qui sont sur un spectre des clientèles plus large, honnêtement, on peut se passer du coaching dans la mesure où structurer le coaching, c'est quand même du temps, c'est de l'argent, c'est du management. Et donc, si on est déjà pris par toute la partie compta, finance et administrative, on peut très bien être rentable sans avoir besoin de mettre en place du coaching. Mais donc, je dirais que ça, pour résumer, que ça dépend du segment client sur lequel on est. Oui, après, bon, forcément, je prêche pour ma paroisse et quand je vais dans des clubs de fitness, voilà, j'explique l'importance, effectivement, et je prends souvent ce point de repère-là, parce qu'aujourd'hui, j'accompagne aussi des personal trainers qui ne sont pas dans des structures, parce qu'on pourrait croire que le coaching, personal training est réservé essentiellement sur des clubs vraiment haut de gamme, du luxe. Il y a des profils de coach que je connais qui font entre 7, 8, 9 000 euros des fois de chiffre d'affaires dans des clubs à 29 euros par mois. Donc, c'est pour ça, c'est juste leur conscientiser sur le fait qu'il y a potentiellement aussi le côté lucratif, parce que ça peut générer du chiffre d'affaires pour le club, mais ça peut aussi engendrer une meilleure fidélisation, du parrainage, etc., quoi. Mais tu reviens à la question que tu m'as posée au départ. Quels seraient les conseils que tu donnerais? Comme je te disais, la conviction. Donc, si tu veux, le personal training, c'est avant tout, voilà, c'est une conviction. Qu'on soit, pour moi, un coach privé, c'est un artisan, et au sens noble du terme. C'est quelqu'un qui est spécialiste dans ce qu'il fait, qui vit de ce qu'il fait, qui croit dans ce qu'il fait, et là-dessus, il n'y a pas de compromis. Donc, c'est un excellent modèle. Mais du moment qu'on est convaincu par ça. Un exemple que je peux te donner qui a une tendance folle à m'agacer, je fais du parachutisme. Si vous allez en Espagne, vous allez sur une base de parachutisme, vous pouvez trouver n'importe qui, n'importe quand pour faire un cours particulier. Vous êtes sur les bases de parachutisme en France, vous voulez passer un diplôme pour être autonome, ou vous voulez passer un diplôme pour passer sur la wingsuit ou des ailes très spécifiques. Il vous faut 2 ans pour y arriver parce que les bases ne se structurent pas pour avoir des cours particuliers, donc c'est limitant dans la pratique. Donc je dirais que c'est dans tous les secteurs du sport, c'est un peu la même histoire en fait. Hein. Okay. Donc c'est pas propre au fitness. Proposer un service particulier, quand on le propose pas, forcément on se coupe d'une frange de la population. Voilà. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, le parachutisme en France risque de mourir de lui-même, tout simplement parce qu'il n'est pas capable de développer sa base de membres. Donc, pour revenir sur sur le thème du coaching, en ne proposant pas de cours particuliers, voilà, on va avoir du mal à fidéliser, ou en tout cas à mettre une partie de la population à l'activité physique, et de manière générale plutôt la partie la plus aisée, parce que eux n'auront pas le temps et pourtant ont les moyens d'aller plus vite. Si aujourd'hui j'ai un club, je vois l'importance, comme tu le dis, du sport santé, mais je ne sais pas par où démarrer. Ce serait quoi les pistes de réflexion?
comment je devrais procéder, comment je devrais, selon toi, quelles sont les premières étapes pour commencer justement à intégrer ça dans ma structure? Alors, moi, pour avoir bossé et tenté différents projets, même avoir fait faillite sur un projet, enfin faillite, pour avoir fermé un concept de sport santé sur lequel j'avais investi beaucoup d'argent, hein, je pense qu'il faut éviter dans un premier temps déjà de prendre le thème santé, parce que les prescripteurs ne rejoignent pas franchement votre démarche, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de mal à, à ce que les médecins recommandent, à ce que les gens viennent chez vous. Les kinés, c'est encore moins le cas parce que de toute manière, sont sur un double marché, hein, et eux veulent être sur le sport santé et sont assez légitimes avec leur étoile de shérif de kiné. D'ailleurs, à Rythme, on a intégré les kinés dans nos structures pour ces raisons-là. Donc, ils font leur partie sport santé sans être en concurrence avec nous. Donc, je dirais en un, ne surtout pas partir sur la partie proprement santé dans sa com, parce qu'en France, elle est vraiment réservée au médical et au paramédical, et on n'est pas pris au sérieux là-dedans, et puis on n'est pas légitime. Et puis, de manière générale, ceux qui vont vous écouter sur votre discours sport santé sont ceux qui sont déjà pris en charge par la sécurité sociale et donc sont pas prêts à y mettre de l'argent. Donc, je dirais, je commencerai surtout sur un produit de niche, et je commencerai justement par le coaching. C'est-à-dire que j'aurais tendance à vraiment mettre le point fort sur le coaching et à recruter des coachs, ou en tout cas à m'associer avec des coachs qui ont une démarche plutôt holistique que spécifique sur la perte de poids, la prise de masse et ce qu'on a vu traditionnellement. Donc je commencerai par quelque chose d'extrêmement spécifique et encadré, probablement à l'inverse de ce que vous entendez en ce moment, qui est de monter des process avec des évaluations standardisées, etc. Parce que c'est déjà fait par le corps médical et paramédical et c'est gratuit en fait. Donc pour donner de la valeur ajoutée et montrer la plus-value de ce que vous pouvez apporter, sport santé c'est extrêmement ennuyeux, c'est pas sexy. Donc je pense qu'il est très difficile de faire de la valeur sur du sport santé. Comment aujourd'hui on peut se différencier dans l'industrie du fitness? Alors, et est-ce que c'est nécessaire de se différencier aussi? Voilà, alors c'est là où je voulais en venir. C'est que se différencier à quel niveau? Est-ce qu'on veut se différencier par rapport à nos pairs, c'est-à-dire sur le marché B2B, montrer aux autres qu'on fait des choses différentes pour aller vers le haut? Et donc, je pense que pour l'avoir fait avec Rythme, c'est plutôt de travailler sur les modalités et la caractéristique de comment les gens consomment le fitness. C'est la raison pour laquelle chez Rythme, j'ai créé il y a 2 ans en arrière ce principe de prélèvement à la semaine avec la suspension à la semaine. Et donc, je prélève vraiment à la semaine, hein, pas l'histoire des 4 semaines. Hein. D'accord, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la consommation du fitness est une consommation hebdomadaire, voire quotidienne. Et donc, aujourd'hui, que les gens réfléchissent de cette manière-là, c'est intéressant. Donc, on peut innover voilà, sur les caractéristiques et la façon de consommer le fitness pour que ça rentre dans le quotidien des gens. Donc, ça, c'est plutôt pour se comparer entre professionnels. Je ne savais pas qu'il y avait des modèles en France qui fonctionnaient comme ça. J'avais vu sur le modèle anglo-saxon que ça fonctionnait beaucoup comme ça, mais ok. Voilà, on a généralisé ça sur nos structures et c'est mon point de vue là-dessus. Donc ça, après, chacun regarde son modèle économique. Donc voilà, il y a la façon dont les gens vont consommer, ça c'est quelque chose qu'il faut regarder. Je pense que l'IA en fait partie, j'en suis intimement convaincu. De ce que j'ai pu voir dans le quotidien des gens de manière large sur l'IA, je pense que l'IA sera la prochaine grande révolution sur notre marché. Qu'est-ce que tu as vu de fascinant là pour l'instant? Parce que moi aussi, je m'intéresse beaucoup à l'IA. Quelles sont les choses, que ce soit dans le fitness ou de manière générale, quels sont les trucs qui t'ont le plus surpris aujourd'hui avec l'IA? Alors, les trucs qui m'ont le plus surpris sont les choses que j'aime le moins, finalement, c'est tout le process des automatisations et des décisions qu'on peut prendre par rapport au digital et au marketing. Là, ce que tu fais avec l'IA, c'est bluffant, mais vraiment bluffant. C'est l'algorithme qui est derrière, le pool d'informations que tu mets dedans et ce qui va sortir des informations qui, pour nous, très souvent sont contre-intuitives parce que le cerveau humain a tendance à retenir ses derniers succès et pas à faire l'amalgame de l'ensemble de ce qu'il y a eu. Et quand vous rentrez voilà, toute la data de votre boîte là-dedans, en com, en finance, enfin, pour moi, je trouve ça bluffant. Ce que j'ai pu voir, ce qui m'a rassuré, j'étais dessus encore hier, c'est Zinc. Donc, c'est une application de coaching IA. Ok. C'est pareil.
Alors, c'est pas bluffant dans ce qui te sort, parce que tu dis, bah, une fois, en plus, quand tu es coach, ce qui sort, tu le sais le faire. Mais c'est à quel point c'est proche de ce qu'on fait et à quel point c'est parfois plus rigoureux que Et puis ça met 15 secondes, quoi. Ah oui, bon, en termes de temps, c'est monstrueux, oui, ça c'est certain. Donc, c'est surtout ça. Et je dirais en trois, c'est là, voilà, pour l'avoir montré à mon épouse qui est absolument pas digitale et de voir à quelle vitesse elle a été capable de l'utiliser, de se l'approprier, et pareil sur mon entourage à qui je l'ai envoyé, voilà, l'UX, l'expérience client en IA, elle est bluffante. Bluffante. Aujourd'hui, tu as mis quelques briques d'IA dans les process. Tu parlais de marketing, sales et tout. Tu as commencé à… On est dessus. On les a pas encore mis en place de manière fixe, tout simplement parce que on a beaucoup de data. Je fonctionne avec énormément de data au quotidien. J'ai un tableau de bord que je sors d'un CRM qui est fait spécifiquement pour nous grâce au logiciel Eight. Et donc je fonctionne avec beaucoup de data, et le temps de rentrer toutes ces data et d'accepter la façon dont on va traiter ces data, ça va nous prendre encore, je pense, 9 à 12, voire 18 mois. Mais c'est très clairement c'est un work in progress, et voilà. En tout cas, pour janvier 2026, je pense qu'on sera entièrement rodé là-dessus. En tant que directeur général, c'est quoi pour toi les datas les plus importantes, si tu peux nous les partager? Enfin, pas forcément les chiffres, mais c'est quoi les KPI importants ou pour un chef d'entreprise, quels sont les KPI importantes à regarder? Alors, en KPI, bon, les KPI, elles sont assez simples. Hein. Moi, je fonctionne en décembre de la manière suivante. Je prends l'objectif du BP par mois, par club, que les managers me ramènent, que j'ai en amont, que j'ai fait pour eux. Donc, c'est un peu leur ligne d'arrivée pour la fin du mois. Comme quand on court un marathon, on sait qu'on a couru un marathon quand on a parcouru la distance. Donc là, c'est la même chose. Donc, c'est d'abord le chiffre d'affaires qu'ils doivent générer. D'accord. La deuxième chose là-dessus qu'on utilise, c'est ce chiffre d'affaires par rapport à la fréquentation dans les clubs. On a une data très spécifique sur la fréquentation en club. Donc, la fréquentation en club, après, on la décompose de la manière suivante. On la décompose par génération. Donc, nous, on la découpe plus par tranche de 10 ans, mais vraiment par génération. Donc, Z, X, Y, voilà. On la décompose en fréquentation à la semaine. Et ensuite, on la décompose en réservation d'activités, donc des cours collectifs au coaching. Oui, c'est-à-dire que voilà. Tout est, vous savez, par secteur, vous savez où en fait le membre passe entre guillemets ses journées dans le club, c'est ça? C'est ça. Okay. C'est ça. Et puis surtout, par semaine, comment il fréquente en fait. Oui. Okay. Et donc, quand vous le traitez de cette manière-là, les taux de transformation des prospects sont forcément, si vous avez atteint votre chiffre d'affaires, ils sont forcément bons. Si vous avez votre fréquentation, voilà, c'est ces chiffres qui sont liés aux produits et aux services qu'on vend propres qui, pour moi, sont les plus importants. Après, quand on n'atteint pas les objectifs, ben forcément, on descend sur la micro. Donc, je regarde le nombre d'appels que font les commerciaux par rapport au nombre de prospects qu'ils ont eu. On va regarder le taux de transformation des VNI. Mais toutes ces choses-là, on les regarde que lorsqu'il y a un problème. Quand il n'y a pas de problème, on continue à avancer sur ce qui fait que la structure est saine. Et donc, la structure est saine dans la mesure où le chiffre d'affaires que vous avez prévu, vous le réalisez, et vous le réalisez avec des niveaux de fréquentation, c'est-à-dire l'utilisation de votre produit qui est cohérente par rapport au nombre de membres que vous avez. Ça, c'est tellement important ce que tu dis, les KPI. Alors, bon, on va dire dans les patrons de club ou les managers de club, c'est un peu plus acté. Par contre, pour un coach indépendant et tout, c'est une grosse bataille. Je les forme beaucoup là-dessus parce que c'est pas un réflexe, c'est ces indicateurs clés. Mais au même titre, bon, une structure, c'est beaucoup plus complexe et tout. Il y a beaucoup moins de KPI sur un business de personal training, mais c'est quand même important parce que, comme tu le dis, si tu n'as pas la big picture et que tu vois pas, que tu sais pas l'objectif du mois, bah, en aucun cas tu vas pouvoir atteindre cet objectif-là. Ça paraît tout bête, mais c'est important. J'aurais encore deux petites choses. Il y a deux choses qui sont importantes dans un business aussi. Et bon, les clubs,
ça commence à rentrer. Une nouvelle fois, les coachs, c'est plus complexe. La partie marketing, la partie vente. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager, toi, par rapport à cette riche expérience que tu as sur la partie, qu'est-ce que tu as compris sur le marketing, qu'est-ce que tu as compris sur la partie sales, la partie vente? Qu'est-ce que j'ai compris sur la partie sales, sur la partie vente? Je pense pas sûr que ma réponse va te plaire, mais moi, sur la partie vente, ce que j'ai compris, c'est que si tu n'as pas un bon produit, ça ne sert à rien de sortir des process alambiqués. Je veux dire, on reste sur un produit qui est soit un produit passion, soit un produit motivation. Et donc, quand ça devient un produit qui est contraignant, les gens l'arrêtent. Donc, pour être simple, aujourd'hui, nous, on vend un abonnement où les gens sont prélevés à la semaine. Ils peuvent l'arrêter avec une semaine de préavis et s'ils viennent pas au club, ils ont jusqu'au dimanche soir pour suspendre leur abonnement pour la semaine qui arrive. Ah oui, ok. À partir de là, si les gens ne s'abonnent pas, j'ai envie de dire, il reste quoi? Ils se sont trompés sur le segment de marché sur lequel ils étaient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est sur un abonnement qui est un peu plus en province, qui est autour des 60 et quelques euros, parce qu'on prélève à la semaine, on parle de 12 à 15 euros par semaine. Et à Paris, on est entre 22 et 25 euros, donc on a un abonnement qui est un peu plus de 100 euros par mois. Donc, effectivement, tu peux avoir des gens qui n'ont pas ce budget et qui sont pointés au club, c'est à côté d'eux, et donc finalement qui n'ont pas le budget. Mais de manière générale, quand vous êtes dans ce contexte-là, c'est plutôt rare parce que vos tarifs en général sont liés à votre loyer. Et quand vous êtes dans une zone de loyer cher, en général, vous êtes dans une zone où les gens ont le pouvoir d'achat de ce loyer. Donc, vous voyez, si tu pars du bon constat au départ, en général, tu n'as pas besoin de descendre très loin pour avoir de la cohérence. Donc, finalement, si tu es en train de tordre le bras à un gars pour qu'il s'abonne, en sachant qu'il a une semaine de préavis pour s'arrêter, j'ai envie de dire, c'est super d'avoir loué un tueur à la vente. Super, tu leur as filé une super prime sur laquelle tu pourras jamais te rentabiliser parce que le gars, au bout de un mois ou de 2 mois, il aura résilié. Donc, alors, c'est aussi la raison pour laquelle c'est pas moi qui fais le marketing et c'est pas moi qui fais les ventes dans les clubs. C'est-à-dire qu'on a besoin de spécialistes quand on a une chaîne de clubs, de spécialistes de la vente pour sortir des argumentaires, parce que c'est également ce qui fédère tes équipes, c'est ce qui fait l'effet de corps, c'est ce qui fait que tout ça c'est cohérent et les gens ont envie d'y aller. Maintenant, dans la réalité, quand tu es en gestion macro, il faut d'abord un bon service. Et il faut un service en lien avec ta clientèle. Et quand tu sais qu'aujourd'hui, de manière générale, quand les gens résilient, c'est pas pour aller à la concurrence, c'est juste qu'ils n'ont plus le temps ou qu'ils ont déménagé. Qu'est-ce que tu prends comme risque à avoir des gens qui suspendent à la semaine, qui viennent pas, mais de toute façon, ils seraient pas venus. Comme tu pourras le vendre plus facilement, tu auras un pool de clients plus important et tu sauras si les gens viennent ou s'ils viennent pas. Et ceux qui viennent pas, tu auras le temps de vérifier pourquoi ils viennent pas. Et quand tu vérifies pourquoi ils viennent pas, tu te rends compte qu'en fait, c'est simplement parce que c'est lié à leur vie. C'est les enfants cette semaine-là, ils n'ont pas école parce qu'il y a grève ou parce que c'est les vacances scolaires et que maman ou papa, de toute façon, ils sont pas dispo cette semaine. Donc le fait qu'ils ne se viennent pas cette semaine et qu'ils ont pensé à suspendre, ça veut dire que la semaine d'après, ils reviennent et ils ont payé pour ce qu'ils voulaient. Et donc tu as créé un produit fitness qui s'adapte à leur vie. Et je reviens à ce que je disais au départ, je pense que le fitness d'aujourd'hui, de demain, c'est quelque chose qui est un produit de grande consommation et qui, de manière générale, s'adapte à leur vie. Et un exemple là-dessus, à succès que vous pouvez prendre, c'est à Londres, ça s'appelle Third Space, ils ont 11 clubs où ils vendent à 250 livres par mois. D'accord? 11 clubs, vous prenez le club de Canary Wharf, il fait 9000 mètres carrés, c'est 7500 membres. Londres, je suis d'accord que c'est plus dynamique et un peu plus riche que Paris, mais c'est pas 10 fois plus riche que Paris. On n'a pas un équivalent à Paris de ça. Ouais. Donc, quand vous créez des produits qui peuvent devenir, de parce qu'ils sont des produits de grande consommation pour les segments de marché sur lesquels on va, la vente, elle se fait. En fait, c'est pas un problème de prix, c'est pas finalement un problème de marketing, c'est d'abord un problème de service. Ensuite, quand vous avez un bon service, un bon produit, votre marketing s'éclate parce qu'ils peuvent faire des choses incroyables parce qu'ils ont un bon produit. Et d'ailleurs, si Apple s'éclate autant, je pense, en marketing et en vente, c'est parce qu'ils ont un super produit, un super service. Et la raison pour laquelle Acer ou Hewlett Packard ou Feu, Texas Instruments et IBM, ils s'ennuient beaucoup plus et ils sont sur d'autres segments, c'est parce qu'à un moment donné, leur marketing était devenu tellement conservateur. Pourquoi? Parce que leur produit était conservateur. Leur marketing est devenu moins sexy parce que leur produit était moins sexy. Donc voilà, je sais que ça,
sujet à polémique, mais je pense qu'avant tout, il faut avoir un bon service et un bon produit. Et donc, je pense qu'il vaut mieux partir des gens qui font le service et le produit, et ensuite aller embaucher des gens en marketing que des gens de vente et de marketing qui viennent pour créer un produit. Et c'est beaucoup plus complexe d'avoir un bon produit, forcément, et c'est là où peut-être le bas blesse et c'est compliqué. Déjà, réussir à avoir un club et réussir à avoir un bon produit avec un club, c'est déjà une chose. Toi, tu le fais à l'échelle de plusieurs clubs. Comment tu fais pour garder cette qualité dans tous les clubs? Alors, je pense que c'est fortement lié à, alors, qualité, chacun viendra juger de la qualité de ce qu'on fait. Je n'ai pas la prétention de dire qu'on fait de la grande qualité. Je pense que ce qu'on fait, c'est à l'image de ce que j'aimerais qu'on fasse, en tout cas, pour l'instant. Maintenant, je pense que c'est beaucoup lié à ma personnalité. Un, je fais beaucoup de sport. Un, j'aime le sport. Et un, je pense que la vie professionnelle, en tout cas, le sport est une vraie métaphore de la vie professionnelle, de la vie personnelle. Et donc, en sport, on utilise des KPI, des indicateurs de succès. En sport, on a l'objectif de toujours terminer ce qu'on commence. On sait ce que c'est que d'échouer et de passer à autre chose. Et donc, dans les clubs, j'essaie de faire en sorte que les équipes qu'on a sont baignées dans une culture sportive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis arrivé à un niveau où je suis très fort dans ce sport. Donc, je suis arrivé à un niveau dans mon poste où je suis très fort. Ben, je ne cherche pas absolument à garder les gens, et je suis prêt à entendre leurs futurs projets et à les encourager à aller dans d'autres projets. Je pense qu'on est souvent un métier de transition, en tout cas surtout pour tous les postes de vente et pour les coachs. On est un lieu de passage pour ensuite aller vers quelque chose de plus. J'essaie de faire en sorte que dans nos clubs, on ait le respect des pratiquants qui viennent faire une activité physique et qui prennent du temps pour ça, qui allouent du temps et qui ont besoin de conseils et souvent d'encadrement. Donc aujourd'hui, en tout cas, j'espère en tout cas que ce que j'arrive à amener dans les clubs et auprès de mes équipes, c'est cette image de se battre comme on se bat en sport et d'être performant comme on est en sport et d'amener une ambiance sportive dans les clubs et pas une ambiance de salon de coiffure ou de centre d'esthétique ou de cabinet de kiné parce que c'est pas ce qu'on fait. En fait. Donc, ne pas prétendre à ce qu'on n'est pas en fait. Aujourd'hui, on vend de la courbature et des sueurs avec le sourire et avec une bonne ambiance et une dynamique sportive. Yes. Merci en tout cas pour ce partage. Comment tu fais, toi, pour continuer à progresser, Daniel? Continuer à progresser dans mon métier ou ouais, de manière générale, en tant qu'humain. Je pense que je continuerai à progresser dans ce métier, dans le sport, tant que ça me passionne et tant que ça me plaît. Donc, très honnêtement, voilà, je ne sais pas combien de temps je travaille par semaine. Je suis pas capable de découper ma vie de famille, ma vie, enfin, j'ai qu'une vie, hein, c'est un tout cohérent. Et que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial et au niveau loisir, tout ce que je fais, ce sont des choses qui me plaisent. Voilà, moi, avoir 160 personnes qui travaillent avec moi sur le projet de rendre les Français actifs et de pouvoir atteindre leurs objectifs de santé, de performance ou d'apparence, bah, c'est ce qui me pousse à me lever, à me lever le matin et avoir envie de discuter avec les gens et de créer des projets dans cette dynamique. Ouais. Donc, dans 10 ans, tu te vois où? Ouais, je pense que je serai toujours dans ce métier et ouais, je pense que jusqu'à la fin de ma vie, je serai dans la promotion de l'activité physique en tout cas. Top. Est-ce que tu aurais une ressource à nous partager, un livre que tu donnes peut-être à tes équipes ou je sais pas, peut-être un podcast ou des choses, des ressources spécifiques que tu pourrais également nous partager? Les ressources spécifiques, je pense que les gens qui sont passés avant moi en donnent suffisamment. Un livre que je donne à tous les gens jeunes avec qui je bosse et que je leur conseille de lire. Et encore ce matin, j'ai une personne proche de moi dans les équipes, enfin proche de moi, dans mes équipes, qui m'a dit qu'il l'a terminé et qu'il l'a recommandé à quelqu'un d'autre. C'est L'Alchimiste. Ouais. De Paulo Coelho. Je pense que je reviens à ce que je t'ai dit au départ. Il faut d'abord être clair sur ses convictions et sur ses motivations et après la technique elle vient avec. Top. Si on veut te suivre, regarder un petit peu, s'intéresser à Rythme, où est-ce qu'on peut te suivre? Tu es sur les réseaux? Je sais que tu es sur LinkedIn. Alors, ouais, on va dire essentiellement LinkedIn. Je publie des choses plutôt sportives sur Instagram. Rien de réellement professionnel, mais tout est lié en fait chez moi, donc voilà. Mais oui, sur LinkedIn, bien sûr. Sur LinkedIn, on essaie de donner en tout cas, j'essaie de donner du contenu cohérent. On m'aide à le vulgariser et à le rendre intéressant. Donc, je pense que sur LinkedIn, c'est le meilleur endroit. Ouais. Super. Eh ben, merci Daniel. Est-ce que tu aurais une dernière chose à nous partager?
Écoute, j'aurais plutôt dire félicitations pour ce que tu fais pour vulgariser et puis amener du contenu. C'est quelque chose que je regardais pas tellement il y a quelques années en arrière et je me rends compte que ce que tu fais, comme d'autres personnes, ça participe beaucoup à motiver et à mettre en avant notre métier. Donc voilà, bravo pour ce que vous faites et puis c'est sympa de voir qu'il y a toujours des ambassadeurs qui ont duré. Ça fait un bout de temps que tu es dans le métier également et que tu es toujours aussi motivé et toujours envie de pousser vers l'avant. Donc bravo à toi et continuez. Plus on est nombreux à le faire et mieux ça marche. Merci en tout cas pour cette riche expérience. Pour moi, c'est toujours Moi, j'ai démarré le podcast simplement de manière très égocentrique parce que je voulais discuter avec des personnes comme toi parce que on n'a pas l'occasion tout le temps de discuter. Et c'est vrai que voilà, s'inspirer des uns et des autres, c'est ce qui fait monter. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait monter personnellement. Et je pense que ça aide aussi beaucoup de personnes qui écoutent le podcast. Donc merci à toi, au plaisir de se voir. Et puis, merci tout le monde. Pensez à mettre un petit 5 étoiles, un super commentaire pour Daniel. Et puis, on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, Daniel. Passe une bonne journée. Merci à toi. Au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.